Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Ici Régger, c'est un véritable plaisir de vous retrouver. On va continuer la lecture de One Piece. On est au tome 106, chapitre 1072. Donc, je viens de faire un live sur One Piece Pirate Warrior 3. J'ai un peu discuté avec les personnes qui étaient présentes et je pense que je suis pas le seul en réalité qui a été déçu par la direction qu'a pris Oda concernant son manga. Mais ça n'empêche que One Piece occupe toujours une place importante dans mon corazon et que j'ai envie de connaître la fin du manga. Donc du coup, on est parti pour lire des chapitres. Je vais essayer d'en lire 3. Pour être honnête, j'aimerais bien faire des sessions de review de chapitre 3 par 3. Et du coup, voilà, le tome 107, il est déjà dans le placard derrière moi. Il attend d'être ouvert et d'être lu. Là, pour être honnête, les Séraphins, j'avoue, je suis un peu pessimiste concernant la suite de l'histoire. J'ai peur d'être déçu, mais en même temps, je trouve que Oda, il continue d'avoir des bonnes idées, notamment avec le Green Blood, hein, que je trouve que c'est une bonne idée. Et là, j'ai jeté un petit coup d'œil à l'image de la mini-aventure. Ça a l'air d'être un truc autour des fruits du démon, donc du coup, ça peut être intéressant. Mais voilà, moi et One Piece, c'est plus le grand amour. Et donc, du coup, je suis un peu plus critique, un peu moins hypé. Et je trouve qu'il y a quelques erreurs en termes d'évolution d'échelle des puissances, comme ça m'a été dit par un abonné durant le live. L'évolution de Luffy, elle est un peu irrationnelle. Et en même temps, dans l'acceptation de l'échelle de puissance, dans le sens où il n'y a pas seulement de l'évolution de l'équipage qui peut sembler irrationnelle, mais aussi le fait que les adversaires, en fait, c'est ce que j'ai déjà dit dans des reviews, mais c'est juste qu'après Kaido, faire un adversaire qui va mettre en difficulté Luffy et son équipage, c'est compliqué. J'ai vu quelques scènes, j'avais rattrapé quand j'ai repris One Piece, je regardais les scans sur Manga Plus. Je sais vers où on va, je sais qu'il va se passer certaines choses parce que j'ai vu en lisant les scans. Mais là, on est au 1072, alors du coup, let's go, c'est parti pour la lecture. Ok, chapitre 1072 lu. Alors du coup, on y voit un échange entre Bonnie et Vegapunk. Bonnie qui demande des explications sur pourquoi Vegapunk a retiré sa conscience à Kuma, son père. Divolry Bonnie, du coup, le change en enfant et commence à le cuisiner. Vegapunk explique que c'était un choix de Kuma, qu'il avait ses raisons et que lui, Vegapunk, a promis de ne pas en parler. Et du coup, on a un petit flashback où on voit Kuma et Vegapunk discuter. Alors il y a ce délire au niveau du poids de l'âme qui a été inséré dans One Piece. C'est une hypothèse un savoir scientifique qui est connu dans la réalité. Il faut savoir qu'à notre mort, on perd un certain grammage. Et des gens pensent que ce grammage, c'est l'âme. Et du coup, Oda, il a récupéré cette théorie pour le rajouter à son histoire. Ensuite, Vegapunk, alors Djibouti Riboni ouvre une porte et derrière cette porte il y a un coussin d'air qui est en fait un amas des souvenirs de Kuma, ce qui serait l'explication des raisons pour lesquelles il a décidé de se transformer en cyborg. Peut-être que Djibouti Riboni va consulter cette mémoire, je pense que il y a de fortes chances pour qu'elle le fasse et que du coup nous on soit informés des raisons pour lesquelles Kuma a décidé de se voir retirer sa conscience. Et voilà, ensuite le chapitre continue. Kaku échange toujours des coups. Alors le navire est attaqué, les Séraphins sont montés au laboratoire alors qu'ils n'en avaient pas reçu l'ordre. Et du coup le CP0 il commence à attaquer Zoro et Brook. Alors du coup, moi je vois bien clairement dans cet échange de coups que même si Kaku semble avoir atteint une sorte de nouveau stade à ses pouvoirs de d'homme girafe avec un cou super long et tout élastique, presque une anguille géante. Et bah du coup Zoro il le domine complètement. Et du coup j'avoue que ça pourrait être intéressant que Oda développe dans ses futurs chapitres l'éveil des Zoan, parce que ça avait été dit par Vegapunk il y a quelques chapitres en arrière quand Lottie avait montré sa nouvelle forme. Ça avait été dit que les détenteurs de fruits de Zoan qui atteignent l'éveil voient leur personnalité changer, enfin, il me semble. Et donc du coup ça pourrait être intéressant peut-être de faire tout un délire autour de ça, peut-être avec Chopper plus tard, qui est un Zoan humain, et voir ce qui se passerait si un Zoan perdait le contrôle. Voilà. Ensuite, il faut noter aussi que les pouvoirs de Bonnie, c'est elle-même qui le dit, sont pas permanents.
Parce que moi, jusqu'ici, je classais Bonnie dans la catégorie mon pouvoir est cheaté, je te touche, je gagne. Bon, apparemment, c'est plus compliqué que ça parce que déjà, elle doit réussir à établir un contact avec sa cible, que ce soit de par son corps ou de par une arme qu'elle utiliserait. Donc là, dans ce chapitre, je crois que c'était une sorte de bâton, une sorte de sceptre qui est dans lequel elle doit insuffler son acquis, et à travers son acquis, elle est pour de son prix du démon qui sont transférés, et du coup, elle peut rajeunir les gens en les touchant avec une arme. Mais ce qui est important de noter, c'est que du coup, vu que c'est temporaire dans le temps sur les êtres vivants, elle précise sur les êtres vivants, c'est-à-dire que son pouvoir peut aussi marcher sur les objets. Ça me rappelle ce passage dans le film Z où Zoro il affronte le bras droit de Zéphyr qui peut rajeunir de 12 ans tout ce qu'elle touche. Du coup, hâte de voir ce que Oda va faire de ce pouvoir, parce que c'est un pouvoir qui semble être intéressant. En fait, ça peut surtout être intéressant pour s'infiltrer, je pense, ou pour s'innocenter, entre guillemets. Donc reste à voir comment est-ce que Oda va décider de s'en servir. Et du coup, j'avoue que ce chapitre-là, je l'ai lu, mais en réalité, je sais pas, en fait. Les séraphins, je sais à peu près ce qui va se passer. Les séraphins ne mettent pas la pression, en réalité. Je trouve l'idée stylée, je vous le cache pas, je trouve l'idée stylée. Les séraphins, c'est stylé. Mais en réalité, en fait, là, je suis en train de me rendre compte que je suis un peu en train de revenir en arrière dans le sens où, là, du coup, ça commence à m'intéresser, l'histoire de Kuma. Je commence à me dire, bon, Oda, il a fait monter la sauce au cours des 3 derniers chapitres en faisant répéter à Vegapunk que je peux pas te dire le secret de Kuma, je peux pas te dire le secret de Kuma. Là, Bonnie, elle vient de découvrir la salle de sa mémoire. La seule chose que j'ai envie, c'est que Oda, il tourne la page sur cette histoire. Qui nous dise, ok, donc Kuma est devenu un cyborg sans conscience pour ça. Voilà, alors je me plaignais un peu que Oda donnait des réponses un peu trop facilement et un peu particulièrement, comment dire, un peu décevantes quand même pour certaines, même si j'ai bien aimé le fait que Dragon, ça je crois pas que j'en ai parlé, que Dragon ait récupéré les livres avec les géants, ça j'ai beaucoup aimé, de O'Hara, l'île natale de Robin, où dans son flashback, les bibliothécaires jetaient les livres à l'eau pour pas qu'ils soient brûlés, et je suis content que ce savoir-là, que ces livres-là soient gardés, et hâte un peu de voir ce qui va être raconté à ce niveau-là. Par contre, ouais, les séraphins me mettent pas la pression. Même si l'idée, je la trouve cool, en réalité, je sais pas, je trouve que ça fait un peu trop dans cet arc-là. Surtout que l'action commence tôt. D'habitude, One Piece, il y a pas mal de narration, de mise en situation, d'explication de la structure de l'île et de la hiérarchie qui est mise en place. Là, en plus, Oda, il nous prend un peu pour des teubés dans le sens où il nous rappelle son ordre d'autorité, tu vois, c'est genre, moi, de souvenir, il me semble que c'est Vegapunk, j'ai oublié, bah, il a raison de me prendre pour un teubé, mais je pense que c'est Vegapunk, Sentomaru, le CP0, il y en avait un quatrième, et du coup, je pense qu'il rappelle ça, mais on a compris au chapitre précédent que le CP0, il avait moins d'influence sur les séraphins que Vegapunk et ses alter ego. Donc je pense pas que c'était nécessaire de le rappeler, mais après il faut prendre aussi en compte que les chapitres de ce manga qui sortent, que nous on consomme en tomes, ils sortent semaine par semaine dans le magazine Weekly Shonen Jump, et donc du coup en une semaine c'est vrai que tu oublies un peu. Voilà, donc ce petit rappel là. Et à la fin de ce chapitre, un personnage qui avait été teasé avec le CP0 endort Kaku, en fait. Elle en profite que Kaku ait pris un coup de la part de Zoro pour se glisser derrière lui et l'endormir. Et on apprend que ce personnage-là, qui s'appelle Stacy, est un clone d'un des membres de l'équipage du Rock. Donc l'équipage du Rock, c'est quoi le mot quand on parle de quelque chose, il a été évoqué. Il a été évoqué par les précédents, dans les précédents chapitres, je sais plus trop quand et vers où. Et donc du coup, c'est vrai que sur Internet, j'avais vu certaines personnes et dans certains commentaires dire que Rock Zebek, c'est-à-dire le pirate qui a vaincu Garp, le chef de l'équipage du Rock, pourrait faire son retour dans l'œuvre de One Piece. Ça pourrait être intéressant, peut-être en le liant à Barbe Noire. Parce que moi, je suis toujours convaincu que le méchant ultime de One Piece, ça devrait être Barbe Noire. En tout cas, le rivaux pour le One Piece, ça devrait être Barbe Noire. Avec peut-être ensuite des membres du gouvernement mondial qui représentent une plus grande menace pour l'équipage de Luffy après l'obtention du One Piece. C'est-à-dire avant le One Piece, Barbe Noire, après le One Piece, le gouvernement mondial.
Voilà, alors j'avoue que cette trahison qui a été faite dans le chapitre 1072, eh ben, je le savais déjà. Moi, je suis surtout plus marqué par la mémoire de Kuma, et j'avoue que ça m'intéresse maintenant. Ça m'intéresse. Là, je me suis vraiment posé la question, ok, pourquoi? Parce qu'en fait, je pensais que ça avait déjà été expliqué, mais apparemment, le manga, il dit ça n'a pas encore été expliqué. Kuma, il avait des raisons plus profondes pour retirer sa conscience. Et du coup, vu que Kuma il est lié aux révolutionnaires, peut-être que ça a un lien avec le gouvernement mondial, les Shichibukai, les empereurs, peut-être qu'il y a une grosse histoire derrière. Mais j'ai pas envie non plus que Oda nous raconte l'histoire de manière trop courte. Moi j'aime bien les moments flashback dans One Piece qui expliquent pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette situation-là dans le présent. Et donc du coup, si Oda commence à teaser le passé de Kuma, bah, j'espère qu'il va bien le traiter, qu'il va bien nous en parler et que ce sera satisfaisant à lire. Voilà, j'ai plus grand chose à dire sur le chapitre 1072. À une époque, je serais parti en suranalyse, mais là, pour le moment, j'ai trop de retard. Alors, du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais lire le chapitre 1073 parce que là, je suis dans le flow. Mais je vais faire une petite pause. Vous n'allez pas la voir. Je vais vapoter, je vais boire une limonade et ensuite, je lis le chapitre. On se retrouve tout de suite derrière. Allez, à toutes. Ok, chapitre 1073 lu. Alors, du coup, pour résumer ce qui se passe, je me suis trompé, c'est pas Stacy le nom de la meuf, c'est Stuzy. Donc, déjà de un, j'aimerais parler du fait que j'ai remarqué qu'il y avait un Vegapunk dans la mini-aventure. En fait, je l'avais déjà remarqué, le mec avec la grosse tête, le gros ciboulot, mais je m'étais pas dit, tiens, c'est Vegapunk. Et du coup, là, dans la mini-aventure qui raconte l'Odyssée froide du Germain 6-6, on voit que que ce personnage serait Vegapunk et qu'il a obtenu un prix Nobel parce qu'il a fait pousser des fleurs sur de la poudre à canon. Cette invention pourrait être super utile combinée à Ryugogyu et le rendre beaucoup plus puissant. Je viens tout de suite de le comprendre. Ensuite, ce que j'ai pas aimé alors on va continuer. Donc, comment il s'appelle la Stussy, mais le clone de Stussy. Donc, la jeune Stussy. Mekao Roblucci, avec une petite esquive stratégique, un petit coup de granit marin, une petite morsure de vampire, et le combat est plié, endormi. Le CP0 ne représente plus une menace. L'équipe de Vegapunk, là, comment il s'appelle déjà, Lilith, et l'autre arrive et désactive les séraphins. Zoro protège d'un coup, il reconnaît bien qu'il y a un côté Mihawk dans l'un d'entre eux, et donc du coup il demande des explications. Et ensuite, ce que j'ai pas aimé, c'est que ça passe à autre chose. Je trouvais déjà ça un peu problématique dans cet arc-là, qu'il y a trop de moments qui coupent la narration de ce qui se passe à Egghead. Alors peut-être que tout sera lié après, mais pour le moment, ça fait surtout un peu bordélique en fait. T'étais hypé par la mémoire de Kuma. Boum, tu passes à Marco qui retourne sur son île et qui discute avec les habitants, et il apprend que la marine les a attaqués pour récupérer le trésor de Barbe Blanche, prétextant qu'ils n'avaient aucune protection parce qu'ils faisaient pas partie du gouvernement mondial. Les habitants allaient se faire dégommer, mais Edward Weeble, le fils de Barbe Blanche autoproclamé d'après les rumeurs, est intervenu pour défendre le village natal de son père. Donc il a repoussé la marine, mais ensuite Ryogogyu est venu et il a battu Weeble. Et donc du coup Weeble a été capturé. Reste à savoir, Weeble c'est un personnage qui n'a pas été très développé. Il nous a été teasé, je crois, après Dressrosa ou avant Dressrosa, entre la Tea Party, je crois, et Dressrosa. Comme quoi c'était le fils de Barbe Blanche, qu'il avait une force monstrueuse. Est-ce qu'il a un fruit du démon? On ne sait pas. Donc moi je pense qu'il en a pas, pour être honnête. Et du coup, dans ce chapitre-là, on se reconcentre un peu sur lui. C'est vrai que moi je l'avais un peu oublié. Je me posais la question il y a quelques temps. J'étais en mode, ouais, et Weeble, on en fait quoi de ce personnage? Voilà, donc du coup il va être lié à une histoire peut-être sur Barbe Blanche. Parce que Miss Buckingham Stussy, elle s'est autoproclamée scientifique. Alors du coup, est-ce que Weeble, ce serait pas une sorte de clone un peu foiré de Barbe Blanche? On verra bien. On verra bien ce qui est dit. Je ne vais pas faire trop d'hypothèses dessus parce que peut-être que ça a déjà été révélé et que tout ce que j'ai à faire, c'est me mettre à jour pour avoir la réponse. Donc on va pas trop se concentrer sur ça. Ensuite, il faut noter que la mère de Weeble, qui a servi d'échantillonnage pour le clone de Stussy, qui est du coup dans le CP0, c'était une membre de l'équipage du Rock. Voilà, donc l'équipage du Rock va prendre de l'importance dans la narration de One Piece, hein, ça se sent. Oda, il l'a teasé, il l'a présenté. Donc Rock dit Zebek, je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'il fasse son retour. Et peut-être même le truc qui serait le plus
cosmique, ce serait que au One Piece, après avoir affronté Barbe Noire et avoir atteint le One Piece, Luffy tombe sur Optic Zebek, qui avait trouvé One Piece avant tout le monde, mais qui était déçu parce que lui il s'attendait à un truc genre en mode richesse, pouvoir, influence sur le monde, et que c'est pas ce qu'il cherchait, et que le One Piece lui correspondait pas, et ça pourrait être super intéressant. Que arrivé au One Piece, Luffy rencontre Optic Zebek. Voilà, je balance l'hypothèse comme ça. Ensuite, il faut noter aussi que dans les SBS qui ont suivi ce chapitre, j'ai été un peu déçu. On nous a raconté l'histoire de Sentomaru, que je trouve très bien. Je la trouve très bien l'histoire, mais encore une fois, Oda il a préféré écrire un petit paragraphe sur un de ses personnages au lieu de nous le développer dans son manga. Alors c'est ça que je comprends pas. Oda, ça se voit qu'il a plein d'idées, qu'il a plein de choses à raconter, mais il le fait pas dans ses scans. Je sais pas, peut-être qu'il a la pression commerciale qui est sur lui, mais du coup, je trouve ça dommage que le passé de Sentomaru, au lieu d'avoir un flashback qui explique pourquoi c'est Vegapunk a engagé Sentomaru, on a une réponse dans un SBS. Je trouve ça vraiment dommage. Franchement, ça m'a déçu. On a eu le cas avec Kid, on a eu le cas avec Sanji, et maintenant on a le cas avec Sentomaru. Donc, du coup, en fait, Oda, il avait encore plein de choses à raconter, mais il est en train de rush la fin, ça se sent, et donc du coup c'est dommage, il y a plein d'histoires. Normalement, si l'équipe autour de l'œuvre de One Piece était comme les fans aussi investis dans l'œuvre One Piece, ce genre de petits moments, ce genre de petits passages, ça donnerait des scènes de hors-série, des scènes filler. Oda, il a un univers consistant. L'évolution des puissances et l'échelle des puissances, elle n'est pas super bien respectée à ce stade-là de l'histoire. Mais par contre, la consistance des personnages et la narration qu'il y a derrière eux, elle l'est. Et je trouve ça dommage que Oda ne développe pas ces points-là et qu'il ne développe pas des personnages qui, en plus de ça, méritent d'être développés. On méritait d'avoir une histoire sur Kid qui nous raconte comment est-ce qu'il a formé son équipage. On méritait d'avoir une réponse sur pourquoi Sanji est né sans la peau métallique. Ça a été dit dans un SBS, c'est parce que la mère avait décidé que l'un de ses enfants n'ait pas la peau métallique. Et on méritait de voir le flashback sur Sentomaru. Donc voilà, je suis un peu déçu par cette lecture-là. J'avoue que ça me blase un peu. Et en plus de ça, comme je vous disais, ce que j'ai pas aimé, c'est que du coup, on est concentré sur ce qui se passe à Egghead. Et d'un coup, Oda, il nous sort de Egghead. Il dit, ah non, alors tu commences à kiffer les Séraphins, tout ça, tu commences à kiffer la mémoire de Kuma, tu commences à kiffer Vegapunk. Et bah non, boum, je te parle de Edward Weibel. On sait pas à quoi il sert. Il est venu, on a dit qu'il était trop fort, il s'est fait capturer. À quoi ça va servir plus tard dans le scénario? Je sais pas, mais je t'en parle. Et voilà, et je trouve ça vraiment dommage. Voilà, pas plus de choses à dire sur ce chapitre. Donc je pense que je vais finir ma session de lecture avec le chapitre 1074. Voilà, je rappelle mon hypothèse, hein. Est-ce que Weeble serait pas un clone foiré de Barbe Blanche, genre Miss Buckingham, elle a pris des gènes de Barbe Blanche et elle a pris ses gènes à elle et elle a fait un clone à partir de ces deux gènes et ça dit Edward Weeble. Je pense que ça pourrait être intéressant et assez marrant. Et du coup, voilà, donc on va lire le chapitre 1074. Encore une petite pause pour moi et du coup je vous reviens tout de suite derrière. Allez à toutes pour le chapitre 1074. Ok, chapitre 1074 lu. Donc je l'ai ni trouvé bien ni trouvé mauvais. L'histoire continue de se dérouler. Ce qui était intéressant, c'était que Sentomaru était en train de reprendre de l'énergie. En tout cas, il est en convalescence, en train de s'assurer de mettre en place une manière d'aider Vegapunk. Il dit qu'il peut plus se connecter au QG de Vegapunk parce que le dôme s'est refermé. Il invoque des pacifistas, en gros il sort des pacifistas nouvelle génération, les pacifistas Mark III, qui ont avec eux le Bubble Shield, un bouclier inventé par Vegapunk, qui apparemment peut résister à des projectiles et repousser ces projectiles, si j'ai bien compris les images que j'ai regardées, contre ses lanceurs. Ça fait un peu penser au pouvoir de Kuma, mais c'est peut-être autre chose. Ensuite, ce chapitre-là, j'avoue en gros, il n'y a pas grand-chose qui a été dit. Ils sont à la recherche de Vegapunk qui a disparu. On ne sait pas où il est. On apprend que les caméras, ils ont des angles morts à cause de l'attaque des Séraphins.
Et j'avoue que j'ai un peu oublié ce qui se passe par la suite. Je crois qu'il se passe un truc assez intéressant. J'attendrai d'arriver au chapitre en question pour en parler. Là, je ne vais pas me prononcer maintenant parce que je suis plus si sûr de ça, de moi que ça. Et du coup, j'avoue que j'ai beaucoup aimé ces nouveaux pacifistas. Faut savoir que moi, il y a une grande question que je me pose et qui a été posée dans le live que j'ai fait sur One Piece Pirate Warrior 3. On a peur que la Grande Guerre soit une déception. En réalité, si Oda il se chauffe et que pour la Grande Guerre, il nous met tous les personnages du manga et qui fait que des combats de ouf avec un peu chaque personnage qui a une épée de Damoclès au-dessus de la tête et qui peut être sorti de la bataille, je pense qu'il a moyen de nous faire rêver. Entre les pacifistas première génération, les pacifistas Mark III, les Séraphins, les Shichibukai, la Cross Guild, les Empereurs, Doflamingo, Roy Zebek, Barbe Noire, Moria, qu'est-ce qu'il arrive à Moria? Est-ce qu'il a été tué, son pouvoir récupéré? Il y a plein de personnages, Ener. Il y a plein de personnages qui peuvent faire la différence dans cette grande bataille. Et en fait, ça va juste dépendre de Oda de savoir maîtriser ce bordel et de nous le raconter du mieux qu'il pourra. Voilà, mais ce chapitre-là, en fait, il est surtout important parce qu'il marque un peu le retour de Vivi après la rêverie et de Wapol. Et j'avais trop réagi à l'époque, je crois, sur ça. Et peut-être que j'en avais fait une critique, mais j'avoue que j'en ai pas, ça m'avait pas assez travaillé. En gros, le directeur des journaux apprend une nouvelle, il apprend que le gouvernement mondial veut éliminer Vegapunk, du coup il en fait un gros titre. Vu que Vegapunk est avec Luffy, le gros titre c'est Luffy prend en otage Vegapunk et se livre à une guerre sans merci contre la marine. Donc on voit bien que ce journaliste, il a envie d'être dans les faveurs du gouvernement mondial, hein. Ce titre c'est pour s'attirer des ristournes, enfin j'en sais rien, pour s'attirer les bonnes grâces du gouvernement mondial. Parce que dans l'univers de One Piece, je pense que s'il y a un ennemi qu'on veut pas avoir, c'est le gouvernement mondial, hein. Oda nous l'a suffisamment raconté. Et avec lui, il y a Vivi et Wapol. Alors du coup, le retour de Vivi dans l'histoire, j'avoue que moi, j'avais une hypothèse à l'époque. Je pensais qu'elle allait se faire kidnapper par l'alliance de Luffy, par les pirates qui ont rejoint l'alliance de Luffy à Dressrosa. Mais du coup, non, elle est avec ce journaliste et avec Wapol. Et de l'autre côté, Wapol, je vais pas vous mentir, je pense que c'est un personnage, alors que de Chopper, hein, quand Chopper se fait recruter, c'est un personnage méchant comique, de style méchant bouffon un peu. Et du coup, j'avoue que son retour dans l'histoire principale, ça me plaît pas plus que ça. Parce que je trouve que il a rien à raconter. Sa mini-aventure, elle était sympa parce que c'était marrant, mais le voir d'être de retour dans l'histoire principale, en réalité, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que même, c'est pas un personnage qui était très fort en réalité, il avait un pouvoir intéressant. Je pense plus que s'il occupe un rôle, on va dire, au niveau de la logistique, c'est-à-dire pas qu'il se batte, mais qui, par exemple, il bouffe du métal pour créer des armes pour les soldats de la marine, ça pourrait être intéressant. Mais le faire de nouveau combattre contre l'équipage, ça n'a pas de sens. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est son dialogue. Il dit à Vivi qui critique l'initiative du journaliste. Vivi lui dit, ouais, c'est n'importe quoi ton journal, c'est pour ça que je l'aime pas. Luffy ferait jamais ça. Luffy il est gentil, il m'a aidé à la basta. C'est le héros du manga. Arrête d'être méchant. Et Wapol, il est là en mode, ouais, arrête de dire du mal de lui. Sans lui, on se ferait pourchasser par le gouvernement, on serait retrouvé par le gouvernement mondial et on se ferait éliminer. Donc, Vivi, elle a une information clé. Elle a peut-être une information que Sabo avait. Alors, on n'en est toujours pas sûr de l'état de Sabo, hein. L'île a été détruite, il a mangé le fruit des flammes. S'il a survécu, Oda, il va vraiment falloir qu'il trouve une bonne explication. Mais du coup, ce qui sous-entend que Vivi et Wapol ont des informations qui desserviraient le gouvernement mondial. Ce qui va les rendre importants pour la suite de l'histoire. Et en réalité, ça, je suis content, parce que le retour de Vivi, c'est vrai que Vivi, c'est un personnage auquel on s'était attaché lors de la saga Baroque Works. Elle a commencé comme étant la subalterne de Miss Eleven. Elle a essayé de tuer la Boone. Puis ensuite, à Whiskey Peak, elle a vite fait échanger des coups avec Zoro. Puis ensuite, elle a révélé qu'elle était la princesse Vivi. Donc ensuite, Nami est tombée malade. Ils ont fait une escale sur Drum. Et enfin, il s'est passé plein de trucs. Ça mériterait qu'on se remate l'arc Barkworks pour Vivi. Mais du coup, la faire revenir dans l'histoire avec une information clé pour le gouvernement mondial, ça lui donne un peu une raison d'être pourchassé. Maintenant que Vivi est aussi en danger à cause du gouvernement mondial, peut-être que l'alliance de Luffy va arriver plus tard.
la sortir de cette situation. Wapol va être fait prisonnier à Impel Down et son pouvoir va être retransféré en Green Blood et du coup il y aura plein de gens qui auront son pouvoir. Ça, ce serait une direction intéressante à prendre pour la suite de l'histoire. Voilà. Ensuite, je vais vite fait refeuilleter les pages parce que j'ai l'impression de ne pas avoir tout dit. Oui, il y a le flashback sur Kuma. Alors on apprend que Kuma, apparemment, il se faisait tabasser par les habitants de sa ville natale en criant qu'il n'avait pas envie d'y retourner parce que là-bas il allait mourir et qu'il préférait plutôt mourir plutôt que de les rejoindre. Alors de qui il parle? Est-ce qu'il parle des dragons célestes? Est-ce que par hasard le royaume de Kuma ne serait pas à la base un royaume affilié au gouvernement mondial? Et Kuma, dans sa jeunesse, il était contre les idéaux du coup des dragons célestes, il n'arrivait pas à se faire à l'idée d'avoir des liens avec ces gens. Et du coup, en grandissant, il a pris les rênes de son pays et a décidé de faire scission avec le gouvernement mondial. Donc voilà, donc on a un début de l'histoire de Kuma, c'est assez intéressant. Bon, par contre, c'est du classique, hein, ça me rappelle un peu Robin qui était appelé démon par ses concitoyens et qui lui jetait des œufs pourris et des tomates pourries à la gueule parce que t'es un monstre. Ça rappelle un peu ça, mais reste à voir ce qui, à mon avis, le moment le plus intéressant de l'histoire de Kuma, c'est vraiment son arrivée au pouvoir dans son royaume, la création de sa famille et les raisons pour lesquelles il est devenu pacifista. Voilà, donc du coup, il me semble que j'ai fait le tour. Je refeuille quand même au cas où. Oui, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour. Voilà, donc du coup, je suis assez content. J'ai lu 3 chapitres. J'avoue que ça m'a changé les idées, pour être honnête. Pendant mon temps de lecture, j'étais plongé dans l'univers de One Piece. Je recommence à avoir des idées qui fleurissent, des idées d'hypothèses, des idées de scénarios, des idées de ce qui se passait dans mes reviews à l'époque. Donc je suis un peu plus calme et posé que quand j'étais plus jeune, mais voilà, c'est assez cool en réalité, je vous mens pas, là je suis bien content dans un sens que Kaku et Rob Lucci, ils étaient avancés aussi rapidement dans l'arc. Parce que comme je vous ai dit, Luffy, depuis qu'il a battu Kaido, il va pas galérer contre Rob Lucci et contre Kaku, c'est impossible. C'est pas logique si ça arrive. Et donc du coup, le fait qu'il soit mis hors course assez vite, même si ça a déclenché l'action assez tôt et qu'on nous a pas encore raconté d'histoire et les enjeux de cet arc, j'avoue que là, il y a plein de mystères qui est fait autour de pourquoi le gouvernement il veut tuer Vegapunk. Est-ce que Vegapunk, il aurait pas des informations sur ce siècle oublié? Il avait l'air d'en avoir, il a dû faire des recherches, hein, on l'avait vu dans le flashback avec Dragon, il était parti voir les livres, donc forte chance pour qu'il ait des informations que le gouvernement mondial ne veut pas qu'il ait. Est-ce que, en plus Vegapunk à l'époque il parlait de, comme quoi là, dans l'arc, c'est ça j'avais oublié, je viens de m'en souvenir, il disait que c'était le passé en fait, que je pense que sa technologie s'inspire du siècle oublié, qu'il a fait des recherches sur le siècle oublié, qu'il a découvert qu'ils avaient une technologie poussée, un peu comme le mythe de Atlantide, et du coup, il a recréé cette technologie du mieux qu'il pouvait. Et grâce à son fruit du cibolo qui lui permet d'avoir une énorme cabessa et plein de neurones qui travaillent à la création de technologie. Voilà, donc du coup, en fait, cet arc-là, ce qui est bien, c'est qu'il met un peu, il y a un côté un peu science-fiction qu'on ne retrouve pas si souvent que ça dans One Piece, hein. One Piece, c'est plutôt fantastique, comique, action, suspense, drame. Mais là, il y a science-fiction qui est rajoutée. Et pour être honnête, jusqu'ici, hein, je vais pas vous mentir, je trouve que Oda, il maîtrise son sujet. Sa science-fiction colle avec l'univers de ce manga. Et j'avoue qu'à ce niveau-là, je suis impressionné, pour pas dire que du mal du manga. Voilà, donc du coup, Vivi de retour dans l'histoire. Plus d'informations sur Kuma à développer. Il y a matière quand même à faire un arc assez bien. Voilà, un arc qui ferait un peu oublier la conclusion de l'arc Wano, où on relancerait l'histoire sur de nouvelles bases. Et du coup, j'avoue qu'à ce niveau-là, je suis assez satisfait. Des nouveaux ennemis, des nouveaux personnages, il y a plein de trucs qui peuvent être faits. En plus de ça, dans les SBS, donc ça a été expliqué que Fujitora, il a la justice avec un code d'honneur et que Ryu Gogyu, il a la justice quitte à mourir. Et voilà, voilà, voilà. Donc du coup, voilà, j'ai lu mes 3 chapitres. Je suis content de les avoir lus, pour être honnête. Ça m'a fait, comme je vous ai dit, ça m'a fait du bien. Là, du coup, je suis au chapitre 1075. Dans ce tome-là, il me reste combien de chapitres?
Dans ce tome-là, il me reste 2 chapitres, donc du coup, je pense que je les lirai incessamment sous peu. J'ai déjà le montage à faire de cette review, donc du coup, ça va me prendre du temps. Alors, il n'y aura pas d'image du manga pour des questions de droit d'auteur. Il y aura sûrement des instruments en fond pour histoire d'être un peu plus chill. Et voilà, donc du coup, on va arrêter cette vidéo ici. J'ai plus rien à rajouter. J'ai fait le tour de tous les points qui me semblaient être importants. Je pense que j'ai bien traité le sujet pour être honnête et que j'ai eu quelques bonnes idées qui, j'espère, Oda aura eu aussi. Juste, j'aimerais revenir sur ça. À l'époque, un de mes abonnés avait eu l'hypothèse comme quoi Ryugogyu, son fruit, ça aurait été le fruit de la plante. Et qu'il avait pas En fait, ça a été expliqué dans le SBS et ça m'a rappelé qu'un abonné me l'avait dit. Comme quoi, en fait, il faisait de la photosynthèse. Et franchement, j'ai déjà cet abonné. J'ai oublié qui tu es, malheureusement. Mais c'était bien vu de ta part. Voilà, donc du coup, voilà, si Oda il reste logique et inspiré, je pense qu'il y a moyen que la bataille finale ne soit pas décevante et que ce soit même un événement pour le monde du manga. Reste à savoir si l'anime va suivre, parce que j'avais vu quelques vidéos de l'anime, franchement je trouvais que le début, Kaido contre Luffy, Lockheed et Zoro, c'était assez stylé. Puis ensuite ça a perdu son charme et là ils ont essayé de faire un truc un peu bizarre, genre coup de crayon voltigé, et c'était un peu pourri en réalité. Donc je suis bien content que, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais il va y avoir un nouvel anime One Piece qui va reprendre One Piece depuis le début. Ils vont essayer d'être un peu plus fidèles à l'œuvre, alors peut-être qu'on aura les mini-aventures en hors série. Plein de trucs qui peut être cool, mais moi je pensais que Oda il allait d'abord attendre la fin de son manga avant de faire un One Piece Kai. Mais bon, voilà, hein, c'est en cours de route, c'est en cours de production. Donc reste à voir, il y a aussi la saison 2 de la série qui va sortir. Saison 1 que je n'ai pas regardé parce que je ne vois pas l'intérêt de la regarder vu que je connais déjà l'histoire et que je vais soit être déçu, soit pas aimer que ce soit pas comme dans le manga. Donc je pense pas que ça s'adresse à... je pense pas que la série s'adresse... Elle s'adresse un peu dans la réalisation à ceux qui ont regardé One Piece, le manga. Mais je vois pas l'intérêt de regarder la série One Piece si tu as suivi l'œuvre One Piece depuis le début. Je pense que c'est plutôt pour les néophytes que c'est intéressant. Voilà, donc du coup, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. J'ai apprécié faire cette vidéo pour vous. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like. Si vous voulez plus de reviews sur One Piece, il ne vous reste plus qu'à me faire confiance et attendre que j'ai l'inspiration et le flow pour lire les tomes. Là, on a bientôt fini le tome 106. Donc il reste 2 chapitres, comme je vous ai dit. On les fera dans une prochaine review. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Riker, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss!